Bonjour chers internautes, bonsoir. La revue de géopolitique profonde, nous toucherons à la fin de l'année. Une semaine de gratuité dans sa version papier ou numérique. Vous accéderez ainsi, je dirais, à l'ensemble du domaine privé de géopolitique profonde, à son espace privé et donc à des formations de décentralisation financière. La boutique, c'est Noël est passé, mais pas les étrennes. Arrive pour le 6 janvier l'Épiphanie, les cadeaux, les rois mages. Eh bien, pourquoi pas un petit produit dérivé. Ça peut être, ça c'est de l'eau, je vous l'assure, GPTV. Et puis, bien sûr, les bonnets, les suites à capuche, les casquettes, tout ce qui va avec. Et puis aussi, bien sûr, mais celui-ci est réservé à Mike Borowski, le fameux MOG. Il ne faut pas avoir peur. Ça fait longtemps que j'ai pas testé quelqu'un sur la formule. Je vais peut-être d'ici ce soir demander aux uns et aux autres de me ressortir la formule avec l'accent de Klaus Schwab. Auparavant, puisque c'est un bilan, une perspective, nous sommes en fin d'année 2024, on arrive sur l'année 2025. On s'était dit déjà que c'était une année de dévoilement 2024. Qu'est-ce qui va nous arriver en 2025 ? On a premier expert que je voulais interroger sur ce sujet, Laurent Arthur Duplessis, que tout le monde connaît, géopolitologue, journaliste. Vous l'aviez hier déjà sur le plateau, et le matin et le soir. On en redemande du Laurent Arthur Duplessis, comme d'ailleurs les autres invités de ce plateau. Ce sont parmi nos meilleurs experts et ceux que vous appréciez le plus. Donc Laurent Arthur Duplessis, vous avez écrit entre autres ce livre au cœur de la Troisième Guerre mondiale. Est-ce que nous y sommes ou est-ce que nous y allons en roulant à tombeau ouvert vers cette Troisième Guerre mondiale ? Eh bien, force est de constater que les tensions ne s'apaisent pas dans le monde, bien au contraire. La venue de Donald Trump à la Maison-Blanche est attendue, j'allais dire comme le Messie, par beaucoup. Mais il n'a pas attendu d'être à la Maison-Blanche pour être au travail et pour tirer déjà les ficelles. Quel sera le résultat qu'il obtiendra sur le conflit ukraino-russe ? C'est la grande interrogation. On voit bien qu'il envoie des signaux qui peuvent paraître contradictoires, mais qui sont bien à sa manière. Il avait écrit un livre remarqué dans les années 80 sur l'art de la négociation. Et il y a un axiome trumpien. Il faut commencer par cogner, de manière à ébranler l'adversaire. Et ensuite, on le travaille au corps. Et on a vu, lors de la tentative d'assassinat qui lui a éraflé l'oreille et qui a failli le tuer à quelques millimètres, que c'était un cogneur, Trump, Et voilà. Donc, il faut, quand il le faut, il y a le rapport de force. Ouais. Il se baisse, mais après il se redresse et puis c'est fight. Ouais. C'est-à-dire qu'il dresse le poing. Ouais. Il dit, et en plus il se donne en valeur d'exemple. Ah oui. Il le dit pour lui comme pour les autres. Battez-vous. Si ce qui vient de vous frapper ne vous a pas tué, redressez-vous et battez-vous. Et puis là, on peut dire que c'est les tripes et le tempérament qui ont parlé là, de cet assassinat. Clairement. Parce que là, vraiment, on n'est pas au théâtre ce soir. C'est vraiment le tempérament, les tripes, je dirais la solidité du gaillard. C'est un guerrier, quoi, c'est clair. Mais alors, c'est un guerrier qui ne cherche pas à faire la guerre. Et c'est rare. Et il y a même beaucoup de gens qui, sans être des guerriers du tout, sont des va-t-en-guerre, mais pour les autres. On les voit beaucoup sur le plateau de LCI, par exemple. On voit là des gens qui, sans doute, n'ont jamais pris une baffe dans la figure de leur vie, qui ne savent pas ce que c'est que se battre, mais alors, ils sont pour la guerre, ceux-là. Tout dépend peut-être de la conception que vous faites de la guerre. Et je vais tout de suite me retourner vers le second invité. J'aimerais que la parole puisse tourner le plus rapidement possible dans cette émission. Évidemment, tout le monde le connaît. C'est François Martin, aussi géopolitologue, aussi journaliste, cofondateur du Club Leteria, de la revue du Nouveau Conservateur. Tout dépend. Vous allez pouvoir répondre bien sûr à Laurent Arthur Duplessis, mais tout dépend de la conception qu'on se fait de la guerre. D'ailleurs, je vous ai entendu le dire. Est-ce que la guerre, c'est quelque chose qui vient comme axiome de départ, ou bien est-ce que c'est, dans un sens schmittien ou clausewitzien, quelque chose qui arrive au bout du compte si on n'a pas réussi bien par sûr. la politique et la diplomatie à obtenir ce qu'on voulait? Mais bien sûr.
Ça dépend de savoir si la guerre est bien la prolongation de la politique par d'autres moyens, ou bien si c'est la politique, la diplomatie et, par exemple, le discours et la propagande qui sont au service de la guerre par d'autres moyens. C'est-à-dire, est-ce que la finalité, c'est de trouver à travers des positions plus ou moins brutales, y compris jusqu'à la guerre, un accord final, ou est-ce que le but, c'est la domination par tous les moyens ? Dans un cas, la guerre, je dirais, est bénéfique, si on peut dire, elle est au service de l'homme. Dans l'autre cas, c'est l'homme qui est au service de la guerre. C'est très différent. C'est très différent. Et aujourd'hui, je pense que dans le monde occidental, on est plutôt dans l'idée de la domination, c'est-à-dire la guerre doit servir l'objectif, le discours doit servir l'objectif, les tactiques et les trahisons doivent servir l'objectif, tout sert cet objectif. Alors que je pense que dans le monde du Sud, enfin, c'était un peu, d'une certaine façon, la thèse de mon livre. Il y a véritablement la recherche... Le temps des fractures. Le temps des fractures, la recherche d'accords, la recherche à travers la force. Civis pacem parabellum, toujours. Hein. C'est ce qu'a dit Poutine il y a quelques jours. Si vous voulez être respecté, soyez fort. Voilà, c'est très simple. Si vous voulez préparer la paix, mais ça ne veut pas dire si vous voulez envahir les autres, dominer les autres. Et je pense que nous, on a trop souvent à prêter à Poutine ce que nous cherchons nous-mêmes, en fait, c'est-à-dire prêter des objectifs de domination, soit qu'on le fasse parce qu'on le croit, soit qu'on le fasse parce que nos élites veulent utiliser cette terrorisation de l'adversaire pour nous dominer. Je pense que c'est ça. Ça s'appelle l'inversion accusatoire. Bien sûr. Ou comme le cas de Macron, pour essayer de se donner se retrouver un treillis quelque part alors qu'il est nu dans la rue, aujourd'hui seulement protégé et de moins en moins par les médias. Donc, étant nu, il cherche quelque chose, il a trouvé un treillis, si on va se servir de ça, on va dire qu'il faut aller faire la guerre en Russie, ça me permet de m'habiller et de tenir encore comme ça pendant quelques semaines ou quelques mois. Je pense que c'est ça son objectif. Mais... Merci François. Voilà. Je termine avec la troisième invitée et puis après vous échangerez comme vous le souhaiterez. Hein. Je vous écouterai, je vous aiguillerai si c'est nécessaire, mais sinon je ferai comme les internautes, je vous écouterai. C'est Lara Stam que vous avez la chance maintenant d'avoir tous les soirs à 22h, un soir avec Lara. Quelle chance! Un soir avec Lara. Un jour Lara. C'est pas moi qui l'ai choisi. Bah oui, justement. Un jour, ça c'est le docteur Givago. Mais ça me fait ce premier échange me fait penser à un autre de vos compatriotes, c'est Tolstoï, Guerre et paix. Qu'est-ce qu'une femme, par rapport à cette guerre et à cette paix, peut dire de ce qui s'est passé en 2024 et de ce qui pourrait nous attendre en 2025? Je pense que de toute façon, la guerre, ce n'est pas une suite de la diplomatie, c'est au contraire l'échec de la diplomatie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on entre en guerre chaude, parce qu'on est le reste du temps, on est en guerre froide en réalité. Hein, la guerre chaude, elle rebalance toute la situation territoriale, toutes les frontières. Donc en fait, c'est une grande inconnue qui va aboutir sur quelque chose qui n'a pas existé auparavant. Et c'est là où la diplomatie peut être une force, c'est-à-dire d'arrêter une expansion ou d'arrêter un cheminement qui de toute façon n'est connu ni d'aucun des deux belligérants en fait. C'est ça, c'est une grande inconnue, c'est le chaos en réalité, la guerre. Définition de la guerre, et après je rendrai la parole de François Martin. Mais à François Martin, à votre avis, là, 2025, ça va être une conflagration généralisée, un risque, ou bien au contraire, Trump va trouver à tout apaiser, puisque Trump semble être la figure pivot dont parlent vos colistiers ou vos partenaires d'un soir sur ce plateau? Pour moi, c'est pas tant Trump la figure pivot, c'est l'absence des démocrates au pouvoir qui change la donne pour le monde. C'est-à-dire une arrivée à une capacité de parler à quelqu'un. Chose qui était plus possible du bloc de l'Est par rapport au bloc de l'Ouest. Les lignes étaient coupées. Ces lignes vont se rétablir, mais c'est pas Trump qui va changer le monde. Ce qu'il a dit est d'une grande arrogance d'imaginer qu'il peut régler en 24 heures le problème ukrainien, mais ça témoigne de son manque de culture et quelque part de délicatesse. De discernement. De discernement, clairement. C'est une arrogance absolue. Il n'arrivera pas ni en 24 ni en 48 heures, c'est pas lui qui réglera le problème. Le problème va se régler avec lui, mais
à condition que d'autres personnes acceptent de vouloir le régler. Bon, ben c'est un plateau, un débat qui débute bien, je le sens. François. Oui, deux choses. Je ne partage pas l'avis de Lara, ni sur le premier point, ni sur le deuxième. Parce que sur la guerre, je pense que Lara parle de la conception moderne de la guerre. Parce que traditionnellement, la guerre n'est pas toujours quelque chose qui vise à détruire l'adversaire. Je rappelle que sous l'Ancien Régime, les guerres étaient circonscrites, sauf quelques grandes batailles, Rocroi, etc., étaient circonscrites à des petits groupes, et dès qu'on avait fait la guerre, on allait sur le tapis vert et on disait « bon, tu me donnes telle ville, etc. etc. » avec des petits effectifs. C'est la Révolution française, et Napoléon en particulier. Ce que vous dites, c'est que se battre, c'était un moyen d'entrer ensuite sur la table de négociation. Exactement, de prendre un avantage avec le... Donc la guerre était véritablement au service de la politique et au service de la diplomatie. Donc c'est pas ce que dit Lara. Par contre, la guerre moderne, qui consiste à ce que le général gallois, Pierre-Marie Gallois, appelle dans son livre L'adieu aux armées, le mur de poitrine, à l'époque, où on envoyait 100 000 hommes, 200 000 hommes. Là, c'était véritablement pour détruire, pour faire tomber un régime et pour prendre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Talleyrand finit par trahir Napoléon, parce qu'il croit, parce que Napoléon lui fait croire au début que en fait, la guerre est au service de la diplomatie, c'est-à-dire il est obligé de frapper pour discuter derrière. Et il s'aperçoit qu'en fait c'est la diplomatie, c'est-à-dire lui-même, qui est en fait au service de la guerre, c'est-à-dire que Napoléon a véritablement un objectif de domination complète de l'Europe. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à le trahir à partir de... Erfurt, je crois, et qui commence, au lieu de renseigner Napoléon sur ce que fait le tsar de Russie, il commence à renseigner les Russes sur ce que fait Napoléon. C'est-à-dire, il passe de l'autre côté sans le dire. Parce que lui, son objectif, qu'il défendra au Congrès de Vienne, c'est la France, telle qu'elle est aujourd'hui, et telle qu'elle est définie par Vauban dans ses structures. Donc, c'est pas la même conception de la guerre. Sur ce point-là, je partage pas l'avis de Lara. Je ne partage pas l'avis de Lara. Enfin, ce que Lara décrit, c'est la guerre moderne, véritablement. Elle pourra répondre et après, voilà. on continuera. Et sur le deuxième, je pense au contraire que Trump a une énorme capacité. Pourquoi ? Parce que Trump a dit lui-même que ses ennemis, ce n'était ni la Russie, ni l'Iran, mais son propre camp. C'est à l'intérieur de son propre camp qu'était le problème. Quand il dit « je vais régler en 24 heures », il veut surtout pointer du doigt la nullité des il dit ça à propos de néoconservateurs campagne, mais c'est-à-dire je veux régler ça très vite. Mais je trouve que beaucoup d'analystes maintenant commencent à analyser ce que Trump a dit et à se rendre compte que Trump va en fait liquider tout l'héritage. Tout l'héritage. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas... Son objectif, ça c'était Charles Gave qui le disait aujourd'hui à une radio canadienne, il veut tout casser dans le système. Gave plus une radio canadienne. Il veut tout casser dans le système intérieur. Mais il ne peut pas casser ça en conservant la logique néoconservatrice. C'est pas possible. C'est pas possible parce que d'un côté, le système intérieur fonctionne et s'enrichit à partir de la prédation et de la guerre. Donc, il ne peut pas conserver l'un en cassant l'autre. Donc, il sera obligé de tout bazarder. Et c'est là que j'en viens. Est-ce qu'il aura la force, le courage, le charisme, etc. et l'habileté, parce qu'il faut aussi de l'habileté, et on en parlera, pour en fait obtenir ce changement qui sera véritablement un changement d'époque, en cassant son système de l'intérieur, ou est-ce qu'il ne le fera pas ? Voilà, c'est ça que je pense. Voilà. Bon, et hop, voilà. Donc c'est lui dans ce cas-là. Ce qui est arrivé, ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire, j'ai perdu mon micro. On va venir me le raccorder dans une seconde. Plutôt que d'écouter et de compter les points, Laurent Arthur Duplessis, je vous propose non pas nécessairement d'entrer dans le vif du sujet, mais de revenir sur la question qui était la première question que je vous posais, c'est-à-dire la Troisième Guerre mondiale, le conflit généralisé. Est-ce que nous allons plutôt vers cela ? Dans Guerre et paix de Tolstoï, vous avez les deux. Est-ce qu'on va plutôt vers la guerre ou vers la paix ? Je dirais qu'on est vraiment dans le brouillard. On est dans le brouillard parce qu'en réalité,
l'histoire est faite souvent d'enchaînements incontrôlés. La montée des tensions sur la planète est tout de même très importante. Elle est quasi ubiquitaire. Il n'y a pas un continent pratiquement qui en soit exempt. Et surtout, ce qui est particulièrement inquiétant, c'est la course aux armements généralisée. Voilà quand même l'Europe herbivore commence à s'armer elle aussi. Vous parlez macronien Elle se voit pousser des crocs. Elle se voit pousser des crocs. C'est une métaphore herbivore et carnivore que j'avais employée en 2002, moi, dans mon premier essai. J'avais désigné l'Europe. Vous pensez que l'Élysée vous lit? Je ne crois pas. C'est Védrine l'avait reprise après. Donc, voilà. Et justement, je disais que l'Europe était herbivore et qu'elle était entourée de carnivores. Alors, d'ailleurs, il est fascinant de constater comment, à une mentalité irénique et d'église droit de l'homiste qu'avait l'Europe depuis la chute de l'Union soviétique jusqu'à des temps récents, a succédé une hystérie belliciste. oui. Les dirigeants européens sont pris tout d'un coup d'hystérie belliciste. Alors, effectivement, le contraste est curieux, mais on voit qu'ils sont complètement sous l'emprise américaine et ça les rend fous. Alors, effectivement, on voit qu'il y a une course aux armements généralisée et on voit que la zone Indo-Pacifique est la première cliente des industries d'armement. Et la zone Indo-Pacifique ressemble de plus en plus aujourd'hui à ce que fut l'Europe de 1871 à 1914, c'est-à-dire une zone à la fois de grand dynamisme économique, de très forte croissance et en même temps de course aux armements. On voyait en effet la jeune Allemagne réunifiée se développer sur le plan industriel d'une manière prodigieuse. C'était l'équivalent de ce qu'est la Chine aujourd'hui. On voyait le Royaume-Uni contempler ça d'une manière inquiète parce que lui perdait de la vitesse sur le plan industriel. Il avait concentré ses forces sur la finance. Et il dispersait ses investissements dans l'ensemble du monde, mais son industrie déclinait. Et on voyait un sentiment de rivalité se développer entre ces deux puissances. Là, aujourd'hui, on a une Chine qui est extrêmement encore dynamique sur le plan économique, quoique on voit le ralentissement, la croissance ralentit, mais enfin, ça reste encore, je dirais, une locomotive du monde encore, mais la locomotive ralentit. C'est vrai. Et on a des États-Unis... Toujours mieux que ce que fait l'Europe, et puis c'est pas alimenté par le dollar roi, hein, donc c'est quand même une croissance autocentrée. Hein. Oui, elle est autocentrée, et puis ils fabriquent encore beaucoup de choses. Hein. Et puis on a des États-Unis qui, justement, en la personne de Trump, vont essayer de retrouver les voies de la puissance industrielle, de la prééminence industrielle, et qui vont essayer à nouveau de franchir les étapes de ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle avec le numérique, etc. Et donc Elon Musk en est effectivement le parangon. Et alors on voit que de part et d'autre de l'océan Pacifique, les deux géants se font face, la Chine et les États-Unis. Et on voit très très nettement que Trump a désigné la Chine comme la priorité des priorités. C'est en cela que l'Ukraine l'embarrasse. Merci Laurent. Il y a dans les éléments que vous venez de développer, des questions que je poserai aussi, évidemment, François Martin. Mais d'abord, Lara, vous avez une vision peut-être différente. Vous avez deux Occidentaux là qui voient les choses de l'Occident. Ils voient le soleil se lever et derrière eux, le soleil se coucher. Ce n'est pas exactement la vision du camarade Poutine. Est-ce que lui, il voit ça comme ça ? Est-ce qu'il ne voit pas tout simplement qu'il a été agressé par un certain nombre d'Occidentaux et que les choses ne vont pas se passer exactement comme on peut l'imaginer ? Quelle est la vision de l'autre côté, justement ? Mais la vision de l'autre côté, elle est d'ailleurs aujourd'hui, c'est là où les choses changent, c'est-à-dire que l'Occident reste sur des logiques très très économico-industrielles,
Alors que les soldats qui vont au front aujourd'hui, ils vont pour libérer une terre qui a été quelque part un peu souillée pratiquement par des velléités de l'Occident et par une forme d'emprise qu'on souhaitait y implanter. Alors, souillée, vous pouvez nous rappeler le sens premier de Zov, qui était l'origine de l'opération spéciale. L'opération spéciale, voilà, elle a été sélectionnée, donc le nom a été sélectionné par Shoigu et il y avait 3 lettres donc, qui l'ancien apparaissaient. ministre de la Défense. 3 lettres qui apparaissaient, qui semblaient être des lettres en alphabet latin. Donc il y avait Z, O et V. Ouais. En réalité, ce n'est absolument pas l'alphabet latin, mais c'est l'alphabet cyrillique ancien. Donc, et les lettres sont des significations, en fait. Zov, en russe, signifie appel. Appel dans le sens haut du terme, c'est-à-dire appel à Dieu, appel qu'on va faire, c'est une voix, en tout cas c'est quelque chose d'assez spirituel en termes de traduction du son, Z-O-V, Zov. Les 3 lettres ont chacune une signification multiple en plus, mais la première est la plus importante. On avait vu les chars avec des Z, hein. Voilà, et c'était pas Zemmour à l'époque, voilà, même s'il était candidat à l'élection présidentielle. Le Z signifie terre, Zimla. Le O signifie Dieu, ou On. En fait, c'est la lettre suprême qui doit... et V signifie l'âme pure, c'est-à-dire la terre qui doit être, à l'appel de Dieu, doit être implantée par des âmes pures. C'était ça la signification cachée. Et vous croyez réellement que ça, c'est pas de la communication, c'est réellement le fond de la pensée de Poutine, de beaucoup de ses soutiens? Je suis intimement persuadée parce que ça n'a pas été affiché du tout. Sauf les quelques personnes initiées, dès le départ, avaient ces 3 lettres associées. En réalité, au début, on disait que les Z, ça signifie simplement l'armée de terre. Donc, en fait, les tanks, etc. Le O, c'était souvent tout ce qui était aérien, etc. Ouais. Puis, on a vu apparaître le V. Oui. Et à partir de V, on a dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Là, on ne comprend plus rien. Aujourd'hui, vous avez pas mal de significations des bataillons en lien avec les Vikings, etc. Donc, pour vous, Lara, cette opération spéciale, c'est un combat de type eschatologique. Tout à fait. Et ce n'est absolument pas quelque chose d'économique en soi. Parce que économiquement... pour eux, en tout cas. Pour eux. Et c'est un investissement sur l'avenir, sachant que ce qu'ils vont récupérer va être dans un état tellement néfaste qu'il va falloir investir pour pouvoir... On l'a vu avec Mariupol. Etc. Ouais. Et Mariupol est un exemple qui et la Russie va très vite dans la reconstruction pour une raison très simple, pour rassurer les Ukrainiens sur le fait que dès que ça passe côté russe, en fait, la construction tout de suite prend. Il n'y a pas eu autant de traces, de chemins pour automobiles, comment on appelle ça, les routes automobiles construites dans le Donbass que depuis 2022. Enfin, faut réaliser ça. Pendant la guerre, ils font les constructions et donc voilà. Vous aimez nos émissions ? Ouais. Vous aimez les différents formats qu'on vous propose ? Ouais. Tant mieux, car vous allez adorer notre revue mensuelle. Et pourquoi ? Car on a recruté les meilleurs experts pour vous offrir des analyses sans tabou sur les sujets clés de notre société, économie, politique, criminalité d'État, technosciences, mondialisme. Et on vous livre bien sûr toutes nos solutions financières pour préparer votre avenir. Oh, l'avenir ! C'est ce qu'on a inventé de mieux pour gâcher le présent. Cliquez sous la vidéo pour recevoir votre revue dans votre boîte aux lettres et avoir accès aux meilleures informations qu'on ne peut pas dire sur YouTube.